Mercredi, nous sommes le 15e jour de ce 7e mois de cette belle année de grâce 2020. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, et voici donc mon histoire. Le corbeau sur un arbre était pêché à ne rien faire de toute la journée. Le lapin, voyant ainsi le corbeau, l'interpelle et lui dit aussitôt « Moi aussi, comme toi, puis-je m'asseoir et ne rien faire jusqu'au soir ?» Le corbeau lui répond de la branche « Bien sûr, ami à la queue blanche, je ne vois pas ce qui pourrait, disons, mon beau, de la sorte t'empêcher le repos. » Le lapin blanc s'assoit alors par terre et sous l'arbre reste à ne rien faire de toute la journée. Tant et si bien qu'un renard affamé, voyant ainsi le lapin somnolé, s'approcha du rongeur en silence et d'une bouchée en fit sa pitance. Moralité, mesdames et messieurs, pour rester assis à ne rien branler, mieux vaut être très haut placé. Mise en onde de cette émission, Gédéon Biaou, et comme vous le savez, je vous le répète pour ceux qui ne le savent pas, cette émission est radio-filmée et porte la griffe de Adif Lawani. Devant ce microphone, Gildas Espoir Sarigaté. 6 heures passées de 36 minutes. Dans un instant, nous aurons donc l'horoscope. Vous êtes Lion, Scorpion, Gémeaux ou encore Poisson. De quoi sera faite votre journée? C'est votre préoccupation à laquelle répondent les astres. Les prévisions astrologiques, c'est tout de suite et c'est maintenant avec Miss Claudia Adandé. Radio Paraco. Horoscope. Horoscope, c'est avec Claudia Adondé. Gildas Sarigaté, bonjour. Fidèles amis de Nonsouba, bonjour. Vous êtes bélier du signe. Eh bien, aujourd'hui, évitez les opérations financières trop risquées. Vous serez en bonne forme physique et la journée sera chaleureuse au travail. 9 est votre chiffre de chance. Taureau, Jupiter vous donne aujourd'hui un petit succès financier. Mais attention, n'exagérez pas. Au travail, changez de tactique, contournez les obstacles. 28 est votre nombre de chance. Bonjour Gémeaux. Eh bien, aujourd'hui, vous allez faire d'importantes recettes. Mais attention, ne dépensez pas toutes vos économies. 3 est votre nombre de chance. Cancer, insatisfait d'avoir toujours plus de richesses, sachez cependant que cette course effrénée vers la possession vous rendra finalement malheureux. Côté santé, surveillez votre poids. 33 est votre nombre de chance. Lion, vérifiez si vous n'aviez pas des factures en instance. Ceci pour éviter les pénalités. Au travail, vous allez décrocher sans peine une affaire importante. 10 est votre chiffre de chance. Vierge, vous allez payer vos dettes ou faire certaines dépenses urgentes. Cultivez l'optimisme et la patience. Ces deux qualités sont extrêmement utiles pour la réussite professionnelle. Chiffre de chance 24. Balance, pour économiser un peu, vous serez obligé de réduire certaines charges fixes. Au travail, vous aurez beaucoup de satisfaction. Scorpion, nous sommes à vous. Eh bien, vous serez tellement motivé pour gagner beaucoup de sous que les difficultés seront minimes devant vous. Eh bien, si vous canalisez votre énergie dans le sens de la raison, vous pourriez faire progresser vos affaires. Chiffre de chance 11. Sagittaire, organisez-vous et vous saurez alors trouver des aides appréciables pour mener à bien vos affaires. Dans votre métier, vous allez collectionner des succès. 51 est votre nombre de chance. Capricorne, bonjour. L'heure sera à l'économie pour certains et pour d'autres, l'heure sera de régler un problème d'héritage. Aujourd'hui, vous êtes bien décidé à aller au bout de vos efforts. Chiffre de chance 38. Verseau, vos finances en général se portent bien. Très confiant, sûr de vos possibilités, vous pourriez vous lancer dans des projets à long terme. Nombre de chance 22. Poisson, une réorganisation complète de votre situation financière vous permettra peut-être de faire mieux fructifier vos ressources. Aujourd'hui, vous serez beaucoup plus disposé à travailler. 9 est votre nombre de chance. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.
Admet donc Claudia Adondé, ce sera avec une autre équipe. Merci à vous donc. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre, mais déjà bonjour Adif Lawani, il va s'amener par ici. Je vous l'ai dit, cette émission est radio filmée. Adif Lawani, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. On se dit Nasouba. Nasouba. Voilà, c'est donc Adif Lawani, c'est lui qui se charge de nous filmer, mesdames et messieurs. Alors Adif Lawani, de quel signe, puisque nous parlons des astres? Je suis taureau, hein. Taureau, oui. Voilà. Et que révèlent les astres aujourd'hui, parlant de taureau, vous n'avez pas suivi? Vous allez gagner beaucoup d'argent. Je vais suivre ça tout de suite. Vous allez gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, à moins de maîtriser un peu, votre énergie, puisque vous êtes débordant d'énergie. Waouh, ça c'est bien. Alors, Adif Lawani, un petit mot à l'endroit des auditeurs, de ceux-là qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube. Nous allons simplement leur demander de liker, de partager, de s'abonner à notre plateforme. Et aujourd'hui, ce sera essai. Oui, non. Et d'ici là, nous allons passer à la plateforme normale. On est en train de faire d'abord des essais. Et c'est pour cela que nous vous disons, c'est souvent essai. Nasouba tout le temps. Voilà. Donc d'ici là, on est en train de s'arranger pour mettre tout en place. Et là, vous aurez du boom. On aura du boom de toute façon. C'est Adif Lawani, merci beaucoup. Okay. Mais Gédéon Biao de l'autre côté, on l'aura une prochaine fois. Gédéon Biao, envie de dire bonjour aux auditeurs, ce sera une prochaine fois. Merci quand même. Alors, nous sommes en mercredi, 3e jour ouvrable de la semaine. Mesdames et messieurs, Opinion s'intéresse à la campagne cotonnière 2020-2021 lancée en avril dernier et dont le thème est accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies. Pour rappel, le Bénin envisage environ 850 000 tonnes de coton-graines pour le compte de cette campagne. Et puis 265 francs est le prix du kilogramme fixé par le gouvernement lors du Conseil des ministres en sa séance du mercredi 1er juillet 2020. Alors que pensez-vous de la mise en place des intrants agricoles et du niveau actuel des semis? C'est le sujet de Opinion 96 21 50 40 et vous êtes en direct. Opinion, c'est maintenant et c'est tout de suite. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Il y a quelques mois déjà que la campagne agricole, la campagne cotonnière 2020-2021 a été lancée. Nous étions donc le mercredi 1er juillet 2020, donc en Conseil des ministres. Que pensez-vous, mesdames et messieurs, de la mise en place effective des intrants agricoles et du niveau actuel des semis? 96 21 50 40, vous êtes sur Nasouba. Opinion de ce jour 15 juillet 2020 s'intéresse à la campagne cotonnière 2020-2021 lancée en avril dernier et dont le thème est accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies. Pour, on va dire, rappel, le Bénin envisage environ 850 000 tonnes de coton-graines pour le compte de cette campagne 2020-2021. 265 francs est le prix du kilogramme fixé par le gouvernement lors du Conseil des ministres en sa séance du 1er juillet 2020. Alors que pensez-vous de la mise en place des intrants agricoles et du niveau actuel des semis? C'est le sujet de Opinion dans Nasouba 96 21 50 40. Nous avons notre premier intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Moubarak Sama. Je vous appelle depuis Péanco.
Depuis Péonco, bonjour et bonne journée déjà, nous vous souhaitons par anticipation. Allons-y, nous parlons donc de cette campagne cotonnière 2020-2021. Alors vous, que pensez-vous de la mise en place effective des intrants agricoles et du niveau actuel, on va dire, des semis? Je pense que la mise en place des intrants a été seulement, c'est le semis qui a été perturbé par le retard des pluies. Ça n'a pas permis à beaucoup de producteurs de pouvoir semer. Vous êtes toujours là? Oui, je suis Alors là. vous parlez du cas de votre localité, vous nous appelez de Péonco, vous avez dit, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Oui. Et disons, est-ce que vous avez eu quand même quelques, on va dire, quelques réactions des cotonculteurs? Malheureusement, il est reparti. 96 21 50 40. Je rappelle le sujet de Nassouba ce matin. Nous parlons de la mise en place effective des intrants agricoles et du niveau actuel des semis. Alors, dans votre localité, que se passe-t-il en ce moment? Il vient de le dire, il est plus perturbé un peu les semis. Bon, pas de souci certainement au niveau de la mise en place des intrants agricoles. Nous souhaiterions avoir également de vos avis depuis vos localités respectives. Au bout du fil, un auditeur, bonjour. 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 Votre nom, s'il vous plaît, vous nous appelez d'où? Aziz Togoudou depuis Kami. Bienvenue donc sur l'émission. Oui. Monsieur Aziz, est-ce qu'il est toujours en ligne? Oui, le sujet du jour. Voilà, nous parlons de la mise en place effective des intrants agricoles et du niveau actuel des semis relativement à la campagne cotonnière 2020-2021. Quel est l'état des lieux dans votre localité? Bon, l'état est dans notre localité. Parce que cela quelques semaines, on n'a pas eu la pluie, mais depuis 3 jours aujourd'hui, il pleut dans notre Kandi. Bon, je ne sais pas si dans les autres arrondissements, si dans la manière dont il pleut ici, c'est pour ça qu'il pleut dans d'autres arrondissements. Mais aujourd'hui, les semis et puis les intrants. La difficulté que nous avons ici, c'est le manque de semis. Normalement, ce sont les semis qui devaient être les premières à être venus, mais les semis sont toujours les derniers. Mais les intrants viennent avant les semis. Or, sans semis, on ne peut pas semer et mettre des intrants. Parce que là, maintenant, la pluie aujourd'hui, la manière dont le système pluvial climatique là, ça change. Et ben là, ils vont dire qu'on peut semer jusqu'en juillet. Donc, malheureusement, il y a de cela quelques temps, on a semé, mais il y a des semis qui sont détruits. Mais maintenant, est-ce que si on sème encore cette semis, d'ici combien de temps on pourra avoir la meilleure qualité de coton sans avoir des pertes? Et on ne sait pas si la pluie sera abondante comme l'année dernière. C'est là nos inquiétudes. D'accord. Alors, monsieur Aziz, vous souhaiteriez les prochaines fois qu'il y ait d'abord les semis avant donc les intrants. C'est votre souhait? Oui, ça c'est mieux, on ne peut pas. Ou que les deux arrivent au même moment, n'est-ce pas? Allô? Ou que les deux arrivent au même moment. Non, les semis d'abord, avant que les intrants n'arrivent. Ça, les deux au même moment, et puis on décide d'avoir les semis. Maintenant, les gens ont la difficulté de semis. Ça, c'est à compte. Depuis, les gens créent que maintenant, ça, c'est à compte de d'autres. Il faudra qu'ils soient le coût de bien vouloir envoyer les semis en quantité et en qualité. D'accord, c'est votre proposition. Merci à vous donc, monsieur Aziz. Très bonne journée. Nous vous souhaitons de l'autre côté de Kandi. 96 21 50 40. Je le disais, Nassouba ce matin dans sa rubrique Opinion s'intéresse à la campagne cotonnière 2020-2021 lancée en avril dernier, dont le thème est accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies. Pour rappel, le Bénin envisage environ 850 000 tonnes de coton graine pour le compte de cette campagne, et puis 265 francs est le prix du kilogramme fixé par le gouvernement lors du Conseil des ministres en sa séance du mercredi 1er juillet 2020. Que pensez-vous de la mise en place des intrants agricoles et du niveau actuel des semis dans vos localités respectives? Appelez-nous donc. Au bout du fil, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Garba Alassane depuis Kandi. Depuis Kandi, Nassouba. Nassouba, nous vous écoutons. Non, nous n'avons pas le maillot depuis hier, nous n'avons pas le chaudier. Nous parlons donc de la mise en place des intrants agricoles et du niveau actuel des semis dans votre localité. Ça, c'est un bon sujet, ça. Parce que c'est de l'actualité. C'est vrai, quand vous venez au niveau de nos localités, surtout Kandi, Banikoa, où nous sommes dans les zones
les producteurs du coton n'ont pas d'environ, ou disons 13 jours. Ça fait que il y a eu quand même des mortalités au niveau des semis. Donc j'allais peut-être demander à nos semences, à ces producteurs de coton-là, parce que franchement, ça ne va pas. Maintenant, c'est vrai, entre-temps, il y avait le président des producteurs au niveau communal de Kandi qui était sorti et a parlé aussi de la vente, il a parlé du travail des intrants au niveau des producteurs qui parfois met en tête ces producteurs-là. Donc il a demandé qu'on arrête de mettre en place, de la mise en place du moins de ces intrants-là, d'arrêter d'abord, et ils vont arrêter. Donc cette fois-ci, ils vont dire, ils vont suivre ces intrants-là pour que au moins les producteurs ne tombent pas en bête par rapport à leur production. Voilà. Parce que souvent, c'est ce qui cause et ces problèmes-là, où à la fin, les producteurs disent que je n'ai pas eu de l'argent ou je n'ai pas. Donc ces problèmes-là, il faudrait quand même que les gens puissent. Garba Alassane, que pensez-vous donc, disons, des propos de Aziz qui venait d'appeler tantôt et qui propose que les semences soient d'abord envoyées avant les intrants? Vous avez, si on faisait cela, vous avez, entre-temps, on a même parlé de ce problème de cette maladie de Covid-19 qui a fait que au niveau de la sous-région Mali, Burkina, le prix du coton a chuté et aussi les intrants ont monté. Donc la politique du gouvernement par rapport à amener des intrants avant, je crois que c'est une bonne politique. Parce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a déjà amené ces intrants, ces intrants-là avant que la maladie ne s'installe. Donc ça veut dire qu'en réalité, si cette maladie s'installait et que les frontières sont fermées ou au niveau de notre cas c'est fermé, donc ça serait une mauvaise chose pour les producteurs. Donc là, l'achat du coton allait, peut-être le prix allait baisser et le prix d'achat des produits, des intrants allait augmenter. Alors aujourd'hui, cette politique du gouvernement de rapidement amener ces intrants, je crois qu'en tant qu'ancien agent d'encadrement au niveau de la base, je crois que c'est une bonne politique. Mais la seule chose que nous allons dire, c'est aussi il faudrait quand même que ces producteurs puissent avoir suffisamment des semences, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui produisons le coton. Et c'est au niveau de la production qu'on reçoit ces semences, donc il ne faudrait pas que ça ne suffit pas aux producteurs. Donc je crois que c'est une mauvaise politique. Mais amener des intrants avant, en tout cas, je crois que c'est une bonne politique pour le gouvernement. Et le gouvernement peut continuer comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, et très bonne journée. Nous vous souhaitons de l'autre côté de la cité des Sakakina. À Kandi. Merci donc à vous. 96 21 50 40 pour participer à votre émission qui se veut, disons, d'actualité et qui vous informe également. Dans un instant, dans quelques minutes, il y aura l'édition première de nos informations. Ce sera avec Maurice ATC qui s'affaire de l'autre côté de la baie vitrée. Pour l'heure, nous allons prendre un autre intervenant, mais nous rappelons le sujet du jour. Nous parlons de la mise en place effective des intrants agricoles et du niveau actuel des semis dans votre localité. 96 21 50 40. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, liker et partager à l'adresse que vous savez désormais. Mettez donc essai Nassouba du 15 07 2020. Au bout du fil, nous avons un intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons, monsieur Garba Alassane. Oui. Permettez-moi aussi de demander au gouvernement, surtout, c'est vrai, nous n'avons pas à apprendre quelque chose, parce que nous savons très bien le chef d'État que nous avons à la tête du gouvernement. C'est quelqu'un qui connaît très bien et la production cotonnière, il connaît très bien le monde rural. On ne peut pas dire qu'on va le dire quelque chose qui va peut-être... Oui, mais allez-y quand même, monsieur Garba Alassane, pour vos propositions. Voilà, la proposition que je voulais faire, c'est si on pourrait doter ces villages-là des grands magasins par rapport au stockage des intrants à part et aussi pour que au moins les magasins que ces producteurs ont personnellement pourraient peut-être servir à stocker peut-être les semences, ce serait une bonne chose. C'est ce que je peux proposer aussi par rapport aux intrants. Merci à vous donc, M. Garba Alassane, depuis Kandi. 96 21 50 40. Nous parlons dans la première rubrique de votre émission Nassouba de la mise en place effective des intrants agricoles et du niveau actuel des semis. Vous le savez, en avril dernier, on va dire, la campagne cotonnière a été lancée et le Bénin, pour rappel, envisage environ 800
850 000 tonnes de coton graines pour le compte de cette campagne. 265 francs CFA est le prix du kilogramme fixé par le gouvernement lors du Conseil des ministres en sa séance du mercredi 1er juillet 2020. Alors, que pensez-vous de la mise en place effective des intrants agricoles et du niveau actuel des semis dans vos localités respectives? 96 21 50 40. Et dans quelques minutes, il sera là, je l'annonçais, il sera là pour l'édition première de nos informations, Maurice ATC. N'oubliez pas également le grand format qui interviendra juste après la revue des titres. Nous parlerons donc des gestes barrières. Et vous le savez, cette pandémie continue donc de faire ravage un peu partout dans le monde entier. Samira Tchabimane du desk Santé et Environnement s'est intéressé à la question. Nous aurons donc le grand format et nous aurons la discussion. Ça se discute également, ce sera dans cette émission. 96 21 50 40, que pensez-vous? Et là nous sommes dans la première rubrique de votre émission Nassouba Opinion. Que pensez-vous de la mise en place des intrants agricoles et du niveau actuel des semis dans vos localités respectives? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien? Est-ce qu'on peut vous connaître de nom? C'est vous, Simasso. Vous appelez d'où, s'il vous plaît, monsieur Siebou? Alors, c'était juste pour vous soutenir. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Vous n'avez pas, disons, vous ne voulez pas intervenir par rapport au sujet du jour. Nous parlons donc de la mise en place des intrants agricoles et du niveau actuel des semis dans les localités. Ah ouais, ben là, dans ce sens, le gouvernement a fait assez d'efforts actuellement. Parce qu'il n'y a pas cette commune où il n'y a pas cet arrondissement où actuellement ces intrants n'existent pas. Tout est mis à la disposition des agriculteurs. Nous remercions le ministère du tutelle qui est en train de fournir des efforts et jusqu'à nos jours. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à vous. On a compris que vous avez souhaité être bref. Alors, est-ce qu'il est prêt, Maurice ATC? C'est dans 1 minute et quelques secondes. On va donc l'installer et puis savoir comment est-ce qu'il se porte ce matin. Un peu stressé de l'autre côté de la baie vitrée, Maurice ATC que nous attendons. Il est un peu stressé. C'est comme ça que ça se passe par ici. Voilà, Maurice ATC qui fait son entrée en studio. Bonjour Maurice ATC. Bonjour Gilles Dassessoir. Installez-vous. Voilà. Mettez-vous à votre aise. Comment ça va? Merci bien, ça va. On a compris que ça stresse un peu ce matin, ça bouge un peu. Ah oui, ça va. Alors donc l'édition première de nos informations, c'est avec vous. On a quoi donc en titre, le premier titre? Voilà, oui, nous irons directement au centre des malvoyants à l'occasion du CEP et du BPC. Que nos enfants sont en train de passer. Donc, Firmin Bassaou s'est rendu là-bas. Voilà. D'accord. Donc, la suite, ce sera dans un instant. Merci à vous donc. On se retrouve après l'édition première de nos informations. À tout de suite. Infomatin, Maurice ATC.
Vous faites bien de rester toujours en compagnie de l'ORTB Parakou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Examen du BPC au centre de composition des personnes à besoins spécifiques. Nous sommes bien à Parakou pour parler de cet examen spécial. Malgré leur handicap, ils sont soumis aux mêmes épreuves que les candidats ordinaires. Seule particularité, il s'agit ici de l'écriture braille. Firmin Bassao est allé hier matin voir les conditions de déroulement dans ce centre qui accueille les candidats malvoyants. Bon, voilà, vous avez vu, les enveloppes sont bien scellées et ça n'a pas été ouvert quelque part, vérifié. Dans l'une des salles du centre de composition des aveugles de Parakou, Maman Abdoulaye Yakoubou, directeur de ce centre, lance ainsi l'épreuve de SVT. Une épreuve qui intervient après un café offert aux candidats par l'administration du centre. Emmanuel Owa et Fiacre Yahwedo sur le contenu des épreuves. Ça va très bien et tout ce qu'on a déjà eu à faire pendant l'année, c'est ça. Ils nous ont redonné. On espère un excellent résultat à la fin de la composition. Je crois qu'on fera les 100% cette année. Nous rendons grâce à Dieu de tout ce qui s'est passé. Nous voyons que c'est très facile. Et nous assurons du bon à la fin. Un bon résultat sera là. Ceux qui nous aident, et je les encourage à toujours continuer ce qu'ils font. Tout acte bien fait ne restera pas impayé. Et tout miséricordieux les aidera dans tout ce qu'ils font. Ils sont 4 candidats, tous des garçons, disposés dans une salle dans le strict respect des mesures barrières. Un effectif en baisse contrairement aux 5 candidats de l'année passée. La particularité ici, c'est l'écriture braille. Maman Abdoulaye Yakoubou, directeur du centre de promotion sociale des aveugles de Parakou. Après l'examen, les copies sont envoyées directement à Porto-Novo, puis nous nous déplaçons pour aller faire la retranscription parce que ils ont composé en braille, en écriture braille, comme ce n'est pas une écriture accessible à tous, donc nous allons à Porto-Novo pour retranscrire en noir-blanc afin que les professeurs puissent corriger. Donc c'est après ça qu'il y aura la délibération et tout le reste. À l'entrée principale du centre, un élément de la police républicaine qui veille à la sécurité des lieux. Les membres des structures fertières de production de coton du département du Borgou sont en atelier de formation depuis hier mardi à Parakou. Il s'agit de l'atelier de dissémination sur les prévisions saisonnières initié par l'Agence nationale de la météorologie, Météo Bénin. L'objectif est d'outiller ces producteurs de coton pour une meilleure gestion des prévisions du temps et du climat dans le cadre de la production cotonnière. Dorcas Tito pour le compte-rendu. Mais malheureusement, le constat que nous faisons, c'est que quand vous allez les voir, ils vous disent que ce n'est pas disponible. La prévision météorologique aide à mieux maîtriser les saisons, prévenir la sécheresse en vue de contribuer à accroître la production agricole. C'est dans cette logique que s'inscrit le présent atelier de dissémination initié par Météo Bénin. Les producteurs de coton du département du Borgou renforcent ainsi leur capacité en la matière. Didier Kakpa est le chef service agrométéorologie de Météo Bénin. Pour la zone nord de notre pays cette année, la prévision dit que nous avons assisté à un démarrage beaucoup plus précoce. C'est-à-dire que la pluie a démarré avant la date que nous avons l'habitude de l'observer. Pour ce qui concerne la date de fin, je voudrais rassurer nos paysans que nous aurons une bonne saison cette année parce que la pluie a vite démarré et elle va se terminer plus tard. Ça va leur permettre de faire plusieurs spéculations. Donc nous allons assister à une fin de saison tardive. Une fin de saison tardive qui participe d'une bonne production agricole. Isiaka Moumouni est le président de l'Union départementale des coopératives villageoises des producteurs de coton du Borgou. Et ce qu'on a appris ce matin, c'est très intéressant parce qu'on souhaite même à chaque reprise qu'ils viennent nous relayer l'information parce que ça sert aux producteurs de maîtriser aussi la pluie. Une maîtrise des prévisions météorologiques pour prévenir entre autres les risques d'inondation. Matrifou Gounou Yakoubou est le directeur administratif de Météo Bénin. Est-ce qu'au cours de la saison, il y aura des poches de sécheresse qui vont embêter les cultures? Est-ce que ces poches de sécheresse ne seront pas des poches de sécheresse longues qui vont embêter les cultures ou bien ce seront des poches de sécheresse courtes, négligeables? Nos techniciens sont très aguerris pour vous expliquer ces détails-là. Et chaque producteur peut
prendre cela en considération pour connaître quand est-ce que je vais commencer par semer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque au cours de la saison? Chacun pourra apprécier ça et en tenir compte pour démarrer la campagne agricole. En collaboration avec l'Agence nationale de météorologie, les producteurs de coton du Bénin pourront désormais gérer de manière efficiente les risques hydroclimatiques au cours des différentes campagnes agricoles. La commune de Gogounou a déjà enregistré de cas positifs de Covid-19. Le maire Seydou Barry Tidjani a entrepris des actions énergiques pour une riposte efficace contre cette pandémie. Abdoulaye Moumni Yakoubou pour le point. L'accès à la mairie de Gogounou est subordonné au lavage obligatoire de mains et de port de masque à tout usager. Descente quotidienne dans le cadre de la sensibilisation des populations, l'autorité communale opte pour la fermeté dans la prévention du Covid-19. Seydou Barry Tidjani, maire de Gogounou. Au niveau de Gogounou, on a déjà des cas qui sont révélés positifs. Après une réunion avec le directeur départemental de la santé et tous les maires de l'Albouri, nous tous on a compris que l'enjeu de taille et que Corona existe dans nos communes. Quand je suis rentré à Gogounou, j'ai dit il faut qu'on puisse sensibiliser la population pour qu'elle puisse comprendre que la maladie est réelle et que si nous ne prenons pas des mesures, c'est que nous verrons confrontés à des situations qu'on ne pourra pas gérer. Le risque de contamination est élevé en milieu communautaire. La veille doit être permanente sur le respect des mesures barrières. Nous dormons dans les mêmes chambres, nous buvons de l'eau dans les mêmes jarres, nous sommes toujours ensemble dans les maisons. Quand Corona va attaquer nos communautés, ça serait très compliqué pour nous. On a fait des descentes au niveau des arrondissements, au niveau des villages pour les sensibiliser. À travers les canaux de la radio, j'ai eu à faire des sensibilisations. Et même au niveau des locaux de la mairie, j'ai été très rigoureux en demandant à tous les agents d'observer les mesures barrières. À l'entrée de la mairie, la porte est fermée, tu dois te laver les mains proprement pendant 5 minutes avant d'intégrer la mairie. Respecter les mesures barrières parce que la maladie, quand tu prends soin de toi, il faut que ton prochain aussi puisse prendre soin de lui. Le maire Seydou Barry Tidjani compte poursuivre dans cette dynamique pour une riposte efficace contre le Covid-19 dans la commune de Gogounou. Abdoulaye Mouni Yakoubou, Kandi, Radio Bénin. Le département de l'Atakora est à 22 cas confirmés à la Covid-19. La plateforme départementale de réduction de risques et de catastrophes de l'Atakora s'est inquiétée de la flambée de ces cas et a évoqué l'urgence de passer à la phase répressive quant au respect des mesures barrières. C'est à la faveur d'une séance tenue lundi dernier à Natitengou. Et ils ont aussi souligné l'urgence d'activer les plans départementaux et communaux de contingence. On écoute le directeur départemental de la santé au micro de Moutarou Idrissou de l'ABP. Nous avons mis en fonction un laboratoire de référence, faire la confirmation des cas en 24 heures. Donc cette capacité ayant été renforcée, on avait donc commencé par vraiment dépister un nombre important de cas suspects ou des cas sur demande. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des cas positifs autochtones. Et le 5 jusqu'hier, le 11, nous avons enregistré 22 cas confirmés. Parmi les 22 cas, nous avons 4 qui ont présenté les signes de complications et qui ont été envoyés à Parakou. Parce que notre centre de traitement n'est pas encore prêt. Mais la bonne nouvelle, les 4 se portent bien. Le 5, nous avons dépisté 29 personnes et nous avons eu 4 cas. Le 7, on a dépisté 30 personnes, on a eu 2 cas. Le 8, on a dépisté 69 personnes et là, on a eu 3 cas. Le 9, nous avons dépisté 134 personnes. Nous avons eu 7 cas. Le 10, nous avons dépisté 58 personnes, on a eu 1 cas. Et le 11, nous avons dépisté environ 139 personnes encore. Et là, on a eu 5 cas. Voilà ce qui fait les 22 cas. La moyenne, quand vous calculez, ça fait au moins 2 cas par jour. Qu'est-ce qu'on peut noter de cette analyse? C'est que la plupart des cas que nous avons après les 4 premiers cas, ce sont les cas contacts. Chaque fois qu'il y a un contact, on dépiste le contact, on le met sous traitement et on va dans sa maison, on fait les actions d'hygiène et d'assainissement et on conseille en même temps tous ceux qui sont autour de lui. Mais dans ces 22 cas, il y a un cas de Porga, donc ça veut dire qu'il y a un foyer de contact là-bas. Le deuxième foyer, c'est à Kouandé. Nous avons eu un cas aussi avec 59 contacts. Chaque année depuis 1880, la République française fête le 14 juillet
Que célèbre-t-elle exactement? Comment la journée a-t-elle été choisie? Samira Tchabimane se propose de vous faire l'historique du 14 juillet, la fête nationale de la France. La fête nationale française a lieu chaque année le 14 juillet. Cette journée a été choisie en juillet 1880 par le gouvernement de l'époque. Avant cela, la date a été variable au gré des régimes successifs. Elle commémore 2 dates. La prise de la Bastille par les Parisiens révoltés le 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Elle donne lieu à des manifestations officielles, défilés militaires, prise d'armes et des réjouissances populaires, bals et feux d'artifice. Parlant de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, pendant les événements révolutionnaires de l'été 1789, un peu partout en France se constituent des gardes nationales formées d'habitants plutôt aisés. Elles doivent surveiller les éléments hostiles à la Révolution, mais aussi protéger les propriétés nobiliaires et bourgeoises souvent prises à partie par les paysans. Au printemps 1790, un peu partout en France, les gardes nationales locales se rencontrent régionalement pour se fédérer. L'Assemblée constituante qui dirige la France décide de faire une réunion nationale à Paris pour commémorer la prise de la Bastille. Cette fête rassemblant les délégués de toute la France doit se tenir le 14 juillet 1790 sur le champ de Mars de Paris. C'est la première fois dans l'histoire du pays que des Français venus de toutes les régions vont se rencontrer dans le but de célébrer leur union autour des idées de la Révolution. Le 14 juillet sera choisi en 1880 par les républicains qui viennent de triompher politiquement des royalistes conservateurs afin de célébrer la victoire de la République qui avait pourtant été proclamée le 14 septembre 1870. Le 14 juillet est donc un jour férié en France. À Paris est organisé sur l'avenue des Champs-Élysées un défilé militaire des unités de l'armée française et depuis peu des unités étrangères invitées venues de toute la France défilent devant le président de la République, les autres unités de l'État et des invités. La fête nationale ce 14 juillet 2020 sera très impactée par l'épidémie du coronavirus. À la place du défilé, un rassemblement militaire est tout de même maintenu sur la place de la Concorde. Voilà, en interactualité donc. Tout d'abord au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, pour dénouer la crise politique qui secoue son pays, a rencontré mardi dernier à Bamako une délégation de l'opposition regroupée au sein du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Il s'est félicité de cette rencontre. Ces hôtes ont tenu immédiatement après une réunion pour marquer leur déception et même durcir le ton. Après l'imam Mohamed Diko, samedi, le chef de l'État a reçu dimanche donc des représentants de la coalition du M du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques coalition qui rassemble responsables religieux et personnalités de la société civile et du monde politique. Depuis juin, ce mouvement a fait descendre dans les rues de la capitale des dizaines de milliers de personnes opposées au pouvoir en place. Selon le président, ces concertations ont donc pour but de décrypter la situation politique. Et pour le président malien, toujours la rencontre en soi est une victoire pour le Mali. Le communiqué officiel diffusé à l'issue de la réunion poursuit qu'au cours de l'entrevue, le chef de l'État a réitéré à ses hôtes sa volonté de les voir représentés au sein du futur gouvernement d'union nationale, guide du mémorandum que le mouvement du 5 juin lui a adressé. Il a invité ses interlocuteurs à engager à ce sujet des échanges francs avec la majorité présidentielle.
Une semaine ne s'est même pas écoulée depuis le sommet du G5 Sahel à Nouakchott que les violences ont repris. Mercredi, au moins 40 civils ont été massacrés par des hommes armés dans l'attaque simultanée de plusieurs villages d'Ongon dans le centre du Mali. Quelques jours avant, au Burkina Faso, ce sont 7 villageois qui étaient retrouvés tués par balle après leur interpellation. Ces informations émanent de Nyangale Bayakoko, présidente d'Afrique Security Sector Network International, un groupe de réflexion basé à Accra. En République démocratique du Congo, le président de la Cour constitutionnelle dément avoir démissionné. Plusieurs documents circulant sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier attestent la démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Lambawa Bindou. Faux documents aux signatures limitées, l'entourage de ce dernier a apporté un démenti. Tout commence le 27 juin où une lettre de démission a bien été reçue à la Cour constitutionnelle, assurent plusieurs sources internes. Dans cette lettre signée par Benoît Lamboawa, le juge justifiait sa démission par le poids de l'âge, soit 15 ans, et des raisons de convenance personnelle. Le président de la Cour constitutionnelle y affirmait également avoir affronté des dures épreuves ayant permis au pays, tout en gardant le cap, de traverser des moments historiques. Cette missive a été prise très au sérieux. Une plénière donc avait été organisée selon une source interne. Et 7 des 8 juges restant donc en ont pris acte selon un procès verbal. Mais coup de théâtre le 10 juillet dernier, donc, alors que les correspondances commencent à circuler sur la toile, Benoît Lamboawa dément depuis Bruxelles sa démission est presque contre ce qu'il qualifie de rumeur. Un autre démenti a été diffusé dimanche dernier par son directeur de cabinet. Officiellement, le mandat du haut magistrat n'expire qu'au mois d'avril 2021. C'est donc tout pour cette édition. Gédéon Biaou à la technique, Maurice ATC à la présentation. Prenez un autre rendez-vous à 9h. Merci donc à Maurice ATC pour la présentation de l'édition première de nos informations. Vous venez certainement de vous joindre à nous. Bienvenue, vous êtes sur Nasouba. C'est tous les matins à partir de 6h30. Malheureusement, nous n'aurons pas ce matin la page des sports. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la revue des titres, mais avant, on marque une courte pause. Covid-19, tout sortir, tout nous vient Satan, coronavirus, va te faire foutre. On s'amusait bien dans notre continent. Un virus nous met en confinement. On est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffle dans l'air. On s'amusait bien dans notre continent. Un virus nous met en confinement. On est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffle dans l'air. Nous sommes en guerre contre coronavirus. On est en guerre contre la Covid-19. À vous mon peuple, respectons les consignes d'hygiène. Oh Allah, protège-nous dans ce combat. Coronavirus, paraconsuru, sort de chez nous. Sukuba kuna toto, suno kararutoke,
face à face, c'est mon peuple qui se perdant. Plusieurs milliers de morts, encore des morts, toujours des morts. Malgré nos ressources naturelles et intellectuelles, le coronavirus continue par faire des victimes sans distinction de race, de religion et de profession à travers le monde. Et Jah, j'interpelle la conscience individuelle et collective pour un sursaut à l'assaut de l'ennemi invisible qui est le coronavirus. Peuple d'Afrique et du monde, lavez-vous fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau de savon. Évitez les contacts proches et maintenez une distance d'au moins 1 mètre. Évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Respectez les règles mouchoirs en cas de toux et d'éternuement. Jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se lavez proprement les mains. Évitez les sorties intempestives et portez vos masques pendant vos déplacements utiles. Dans un instant, mesdames et messieurs, la revue des titres des journaux parus ce jour 15 juillet 2020. Ce sera avec Yves-Patrick Loco. Mais déjà, je vous rappelle l'histoire du jour. Le corbeau sur un arbre était pêché à ne rien faire de toute la journée. Le lapin, voyant ainsi le corbeau, l'interpelle et lui dit aussitôt: moi aussi, comme toi, cher ami, puis-je m'asseoir et ne rien faire jusqu'au soir? Le corbeau lui répond de sa branche: bien sûr, ami à la queue blanche, je ne vois pas ce qui pourrait, mon beau, de la sorte t'empêcher le repos. Lapin blanc s'assoit alors par terre et sous l'arbre reste à ne rien faire. Tant et si bien qu'un renard affamé, voyant ainsi le lapin somnolé, s'approcha du rongeur en silence et d'une bouchée en fit sa pitance. Moralité de cette histoire, mesdames et messieurs: pour rester assis à ne rien branler, mieux vaut être très haut placé. Eh bien, c'est donc l'histoire avec sa moralité. Je rappelle que cette émission est mise en onde par Gédéon Biaou. Merci également à Adif Lawani pour la réalisation. Devant ce microphone, Gildas Espoir Sarigati. On est en guerre, Joe, la COVID-19. À vous mon peuple, respectons les conseils d'hygiène. Oh Allah, protège-nous dans ce combat. Coronavirus, paraconsuru, sort de chez nous. Nous allons retrouver la revue des titres des journaux parus ce jour. En fin donc d'émission, nous abordons le grand format, le coronavirus, grande crise sanitaire qui secoue le monde, n'épargne pas notre pays, le Bénin. Dans le cadre de la riposte contre la maladie, plusieurs recommandations sont faites aussi bien par l'OMS que par les pays concernés. Plusieurs mesures ont été prises. On parle par exemple dans cette lutte de mesures barrières. De quoi s'agit-il exactement et quelles sont donc leurs implications? Éléments de réponse dans ce grand format du Desk Santé qui porte la signature de Samirat Chabimani. Émergé au mois de décembre 2019 dans la ville de Wuhan à l'est de la Chine. Le nouveau coronavirus se transmet par le biais de postillons, éternuements, tout. Dr Kujo Tokpanu, médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. La maladie se manifeste par la fièvre, le rhume, les céphalées, la toux et surtout des difficultés respiratoires. C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne, respiratoire. Et les difficultés respiratoires sont telles que les patients meurent par apnée. Ils ont des difficultés à respirer, ils sont suffoqués, manque d'oxygène et ce qui est souvent fatal. Malgré les multiples mesures prises par le Bénin pour contrer le mal, sa courbe ne cesse de monter. À la date du 11 juillet 2020, le Bénin totalisait 1378 cas confirmés,
557 guéris et 26 décès. Des chiffres que le directeur départemental de la santé du Borgou explique par le relâchement des mesures barrières. Ibrahim Mamansissi. Les mesures barrières sont de moins en moins respectées, sont relâchées. Dans la quasi-totalité des lieux de culte, des scolaires et universitaires, les mesures barrières, notamment le port systématique de masques, n'est plus de mise. Les élèves ne portent les masques qu'en classe. Et une fois en dehors des classes, ils enlèvent les masques ou bien les rabattent au manteau, ce qui montre un relâchement au niveau des scolaires. Il en est de même au niveau des lieux de culte, où la distanciation d'un mètre n'est pas respectée, le port de masque n'est pas respecté et le dispositif de lavage des mains manque, alors que les différents leaders religieux ont pris l'engagement de respecter toutes ces consignes avant que les lieux de culte ne soient ouverts. Des propos ici confirmés par quelques citoyens de la ville de Parakou. Ce matin, je dirais que je suis sans cache-nez parce que je l'ai oublié. Souvent, il y a les autres qui disent qu'ils n'arrivent pas à supporter le salaire. Bon, il y a les autres qui disent souvent que s'ils mettent ça à les oreilles, ça les fait mal. Même constat dans les écoles béninoises. Maouyon Kakbo, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, s'en désole. Nous avons observé que ces mesures-là ne sont pas suffisamment respectées. Elles ne sont pas respectées d'abord par les élèves. Nous avons également observé, et c'est là le plus décevant des constats, que même les enseignants n'ont pas les masques, ne se lavent pas régulièrement les mains. À ce jour, les 4 départements du Nord sont touchés par la pandémie et pourtant, des gestes simples permettent de préserver votre santé et celle de votre entourage en limitant la transmission du virus. Ibrahim Mamansissé, directeur départemental de la santé du Borgou. C'est de porter les masques qui couvrent à la fois la bouche et les narines. Ne pas tousser en désordre ni cracher en désordre, surtout pour les gens qui ont la fièvre et ses symptômes. Évitez de tousser sans se protéger la bouche et les narines. Évitez d'éternuer sans se protéger la bouche et les narines. Limitez les déplacements. Et en cas de cas suspect, restez chez soi. Pour le patient suspect, reste à domicile et contactez un centre de santé le plus proche pour signaler. Si l'on porte un masque, il est primordial de respecter les bons gestes pour que ce dernier soit efficace. Marie-Franco Huessou, responsable santé à la Croix-Rouge béninoise. Nous avons différents types de masques. Pour ceux qui sont utilisés au Bénin, c'est des masques de type FFP et des masques chirurgicaux. Tout dernièrement, le gouvernement a autorisé le port de masques en tissu afin de limiter les dépenses aux familles. Pour les masques vraiment usuels, nous avons les masques chirurgicaux et les masques en tissu. Je commence par les masques en tissu qui méritent une très forte attention parce qu'ils ne contiennent pas des filtres. Il faut vraiment les entretenir de manière à ce qu'ils soient propres avant de les porter. Pour les masques chirurgicaux, ils sont dotés d'un filtre. Et pour ceux qui ne sont pas infectés, le filtre doit rester au dehors, à l'extérieur, afin de ralentir toute projection des flux vers la bouche de l'individu qui porte ce masque. Pour les individus infectés, le filtre devra leur faire face afin d'empêcher la sortie de ces effluves-là au cours d'un effort de toux ou d'éternuement. Le gel hydroalcoolique a des propriétés bactéricides, virucides et fongicides, mais ne nettoie pas à proprement parler. Marie-Franco Huessou. Contrairement à tout ce que beaucoup de Béninois pensent, les gels hydroalcooliques ne tuent pas le germe de la Covid. Les gels hydroalcooliques fixent les germes au niveau de votre main, histoire de trouver un point d'eau pour vous laver efficacement les mains avec de l'eau et du savon. C'est la meilleure solution. On l'aura appris, le lavage des mains à l'eau et au savon constitue le premier geste barrière contre les bactéries et les virus. Mais là encore, il convient de bien l'exécuter pour qu'il soit efficace. Pour se laver les mains correctement, il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau et du savon liquide pendant au moins 30 secondes en frottant paume contre paume le dos des doigts, entre les doigts, les pouces, le bout des doigts et les ongles préalablement coupés court pour encore plus d'hygiène. Porter des gants n'est pas recommandé, sauf dans des situations très spécifiques et surtout contacter le 136 pour tout cas suspect.
Merci donc à vous, Samira Chabi Mané. Les gestes barrières dans la lutte contre le coronavirus, c'est de cela qu'il est question et c'est dans ça se discute. Bonjour à vous, on va dire Samira Chabi Mané, bonjour. Bonjour, Gildas Espoir Sarigaté et votre matinée. Ça se passe très bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à la régionale de l'ORTB. En ligne également avec nous, Ronald Robinson, journaliste au Centre de production télévisuelle. Bonjour. Bonjour Gildas. C'est vrai que je vous ai pris au pif, mais bon, de toute façon, ça va se faire. D'accord, bonjour Gilles, bonjour Samira, bonjour chers auditeurs. Voilà. Bonjour à toi. Voilà, le grand format revient sur la mesure barrière. Pour rappel, 26 décès liés à cette pandémie. Quelle analyse faites-vous de la situation dans son ensemble? Je vous reviens tout de suite. Merci donc à Gédéon Biao. On se retrouve dans un instant. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Alors, Samira Chabi Mané, je le disais, pour rappel, 26 décès déjà liés à cette pandémie. Dites-moi, quelle analyse faites-vous de la situation dans son ensemble? Gildas Sarigaté, il faut dire que la situation est inquiétante parce que chaque jour, on ne cesse de nous annoncer de nouveaux cas. Et les cas les plus inquiétants aujourd'hui, c'est les cas en communauté. Vous avez suivi le directeur départemental de la santé de l'Atakora qui affirme avoir testé 21 cas positifs, ce qui veut dire que la maladie aujourd'hui, elle est en communauté. Ce n'est plus des étrangers qui apportent cette maladie dans le pays. Nous vivons avec et nous devons vraiment nous en inquiéter et vraiment prendre cela au sérieux. Alors, Ronald Robinson, comment pourrait-on expliquer cela, que ça ne soit plus aujourd'hui ceux-là qui viennent de l'Occident, ceux-là qui viennent, les étrangers, je veux dire en un mot, et que cela s'infiltre également dans les communautés? Oui, Gilles, il faut reconnaître que nos frontières sont poreuses et que les entrées au Bénin ne se limitent pas à l'aéroport international de Cardinal Bernardin et Ganty, mais également de par nos frontières, les voyages qui se font interpays. Il y a le risque toujours qui donc est encore grand en ce niveau. On ne maîtrise toujours pas à ce qui se passe. La meilleure façon de freiner ce mal, c'est d'être tout simplement obéissant aux consignes officielles qui sont donc données, qui sont connues de tous. Mais malheureusement, dans la Donga où j'étais, je peux affirmer que les mesures ne sont pas vraiment, disons, observées comme cela se doit. Et on a écouté le ministre de l'Enseignement qui également a attesté de cela et qui a dit que même les enseignants ne respectent pas cela. Oui, il faut parfois voir des gens avec les bavettes accrochées bien à leurs oreilles, mais en dessous du menton. Et là, c'est de la négligence. Si la Chine aujourd'hui a été, disons un exemple en matière de combat contre le Covid, c'est parce que quand vous voyez le peuple chinois, ils sont obéissants aux injonctions, aux recommandations qui sont faites. Il faut circuler dans les rues de la Chine pour voir combien la mesure est prise au sérieux, que tout le monde a ses bavettes. Mais chez nous, non, on fait comme s'il n'y a rien. Et quand vous apportez des gens, c'est que c'est les bons désirs, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oui, Dieu, mais même Dieu a dit observez les consignes des autorités. C'est Dieu qui a établi les autorités. Et si vous n'observez pas ce que disent vos autorités, c'est que vous ne pouvez même pas écouter aussi Dieu. Voilà. Donc, c'est ça, ceux qui ne comprennent pas. D'accord. Alors, parlons donc des mesures barrières. On parle de port de masque, de lavage des mains, de distanciation sociale, qu'il faut tousser ou éternuer dans le creux du coude, etc. Samira Chabi Mané, vous l'avez observé, cela ne se respecte pas. Mais que pensez-vous de ceux-là qui veulent
semble que la répression après la sensibilisation aille également du côté des pédestres, de ceux-là, de nos concitoyens qui vont également à pied, qui ne sont pas qui ne sont pas avec le moyen roulant. C'est une question qui, ma foi, m'intéresse beaucoup parce que je ne cesse d'en parler avec, par exemple, mes parents à la maison et je disais mais qu'il faut, parce qu'on est déjà en vacances, il faut prévoir les salles de classe là pour les mettre en prison au moins une semaine. Et quand ils ne vont rien trouver à faire, rien trouver à manger, ils vont comprendre que c'est pour leur bien. On leur demandait de se protéger. Vous voyez cela, on a dit que le Béninois n'a pas de quoi manger quotidiennement et que c'est pour cela qu'on a assoupli les mesures préalablement prises, c'est-à-dire le cordon a été levé, les déplacements sont permis et tout cela. Mais au préalable, on a dit qu'il faut respecter certaines mesures. C'était du donnant-donnant. Et aujourd'hui, le gouvernement a tenu sa promesse de permettre aux Béninois d'aller vaquer à leurs occupations. Mais de l'autre côté, nos populations ont fait comme si de rien n'était. On ne veut plus. Et c'est comme si c'est pour le gouvernement. On se protège. Non, on se protège pour soi-même. Parce que ceux qui meurent ne sont pas les membres du gouvernement. Ce sont nos parents qui meurent. On dit aujourd'hui que les frontières sont poreuses, mais je pense que même avec la perméabilité de nos frontières, on respecte les mesures barrières, on devrait pouvoir lutter efficacement contre ce mal. Donc il y a quelque chose qui se passe dans la tête de nos frères, de nos populations. Il faut vraiment réprimer, comme vous étiez en train de le dire à l'entame de cette question. Je suis pour la répression et s'il faut voter pour, je serai la première à aller lever le doigt. Il faut réprimer, il faut même donner des sanctions. Au début, on avait vu des policiers frapper, c'est vrai, je ne suis pas d'accord, mais il faut donner des amendes. Quand 1, 2, 3 personnes vont recevoir des amendes par rapport au non-port de casque, au non-port de masque, ou bien au non-respect des mesures barrières, c'est-à-dire distanciation. Vous voyez, ce qu'on appelle l'assemblée dans nos quartiers, ça continue. Ça continue. Moi, je continue de voir des jeunes s'asseoir à boire le thé qu'on appelle à taille là, ou bien à fumer de la chicha. Je me demande s'ils se rendent compte qu'il y a un mal qui sévit actuellement. C'est vrai que si nous entrons donc nous empruntons cette piste, on aura donc à soupçonner, pas à soupçonner, mais nous aurons donc également à incriminer certaines personnes. Nous avons les marchés, etc. Mais je pense pour ma part, et là ma question, cette fois-ci à Ronald Robinson. Alors, proposer quelque chose par rapport au marché. Oui. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas mourir et avoir de l'argent. Moi, j'avais dit dans un de nos débats ici qu'il faut faire une rotation dans nos marchés. Quand vous allez au marché, il y a au moins 20 vendeuses de tomates. Si aujourd'hui, 5 viennent, et dans 3 jours, 5 viennent, tout le monde ne viendra pas au marché au même moment. Et on va pouvoir respecter les mesures. C'est vrai, ça sera des pertes pour celles qui sont à la maison, mais c'est comme vous ça. Vous avez bien parlé de la tomate, hein, vous savez comment ça pourrit rapidement. De toute façon, beaucoup ne seront pas d'avis, mais c'est une belle proposition quand même. Alors, oui, Ronald Robinson, alors... Quelle est votre appréciation de cette situation que je vais énumérer tout à l'heure? Vous voyez 2 personnes qui sont à moto ou dans un véhicule et parce que le conducteur a peur d'être réprimé, qu'est-ce qu'il fait? Il met son masque, mais celui qui est derrière n'a pas de masque et ça passe comme ça au vu au su des policiers. C'est ça, c'est en cela que moi je viens donc appuyer ce que vient de proposer Samira tout à l'heure, c'est la répression. Nous connaissons nos mentalités ici au Bénin. Quand le Béninois n'est pas suivi aux gendarmes, il ne s'exécute pas. Vous avez vu ce qu'on a eu à assister avec le port de masque, le port de casque ici dans ce pays et tout. Si on ne met pas la répression, si on ne réprime pas, si on c'est-à-dire on n'amende pas, eh ben, on risque de faire du statu quo. Parce que le mal qui est là en cours est un mal très, très insidieux, très dangereux et qui donc se répand très facilement. Donc, que les gens le veuillent ou pas, il faut obligatoirement leur imposer cela d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'approuve vraiment donc que on puisse commencer à sévir sérieusement
moi j'étais impressionné de voir à Djougou, par exemple, entre autres, au début du mois de mai, les policiers, la police républicaine s'arrêtaient au niveau de certains affaires pour imposer le port de masque aux agents à ceux qui circulent, voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est partout. On devrait, même les piétons doivent forcément payer s'ils ne portent pas leur bavette ou leur masque. Ça devrait être généralisé totalement. Et l'autre chose aussi, lorsque nous prenons entre autres les mesures barrières, nous avons les dispositifs de lavage de mains, mais vous constatez devant, et même certaines institutions étatiques, vous constatez qu'il y a le dispositif, mais qui est, disons, tout poussiéreux. C'est à croire que personne ne passe laver les mains avant d'entrer dans... Gildas Sarigaté, dites-moi, combien de fois vous lavez la main avec le dispositif déposé devant l'entrée? Non, mais je le fais, ce n'est pas pour me défendre, je le fais. Est-ce que vous vous êtes lavé les mains ce matin? Non, je l'ai fait. Non, c'est juste une manière de vous taquiner. C'est une réalité, Gildas. Non seulement c'est poussiéreux, mais parfois même il n'y a pas de l'eau dedans. Il n'y a pas du tout de l'eau dedans. Et on trouve comme excuse. Moi, si je vais par exemple quelque part où je vois que c'est poussiéreux, ça ne me donne pas envie de m'y approcher parce que déjà, je me dis que je vais toucher à cette poussière. Et quand je me mets en tête que peut-être qu'il n'y aura pas de l'eau, comment je vais finir par faire quand j'aurai touché à la poussière? Donc, c'est des choses qu'il faut décourager. Je pense même que par rapport au dispositif de lavage des mains, si on peut désigner une personne, surtout au niveau des administrations qui reçoivent beaucoup du monde, par exemple les banques et tout cela. Oui, je pense, c'est ma proposition. Il y a quand même, disons, la police sanitaire. Et lui, il sera chargé juste d'ouvrir parce que tout le monde n'a pas le meilleur dispositif. Vous savez que le meilleur dispositif, c'est celui qu'on ouvre avec, bien sûr, avec les pieds. Parce qu'il ne faut pas toucher au dispositif puisque tu auras à le fermer après. Donc, tu peux encore te réinfecter après lavage. Donc, si vous avez déjà l'ancien, il ne sert à rien de dire que vous allez changer quand on sait que le coût n'est pas négligeable. On peut mettre quelqu'un à côté qui, lui, se chargera tout simplement d'ouvrir et de fermer, d'ouvrir. Et on sait que c'est lui seul qui manipule le dispositif. Et il est là pour vous rappeler. Vous pouvez oublier de vous laver les mains, mais avec courtoisie, vous dire, monsieur, vous êtes pas là. Je pense que ça peut aider. Voilà. Ronald Robinson, pour terminer donc avec ce premier sujet, c'est un constat amer également. Lorsque vous allez devant même certaines institutions bancaires, un peu partout, vous constatez qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de suivi. Et les gens entrent dans les administrations sans se laver les mains. Et il suffit qu'on ait donc sa bavette et c'est arrivé devant l'institution ou devant l'administration qu'on essaie donc de l'enlever du menton et de le placer sur le nez. Oui, c'est un problème de responsabilité au niveau de chaque structure et aussi de se doter des meilleurs moyens de protection. Par exemple, on a des lave-mains, des dispositifs de lavage de mains qui n'observent pas, qui ne remplissent pas les normes. Vous savez, les dispositifs qui ont les robinets qu'il faut tourner, ça expose. Vous lavez les mains et vous retouchez à ce robinet qui est déjà peut-être rempli de ces microbes et autres là. Ça veut dire que vous vous souillez à nouveau. Donc ça ne marche pas. Il faut les dispositifs qui sont manipulables avec le pied. On a comme impression, j'ai envie de dire qu'il faut, ou certaines personnes placent les dispositifs parce qu'il faut placer. Voilà, donc ça ne respecte pas. Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est bien ça et c'est regrettable parce que là, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien, on n'évite rien. Voilà, merci à vous deux. Nous allons passer à un autre sujet, c'est le dernier, celui relatif donc à la mise en place des intrants agricoles et du niveau actuel des semis. Alors, Ronald Robinson, quelle appréciation faites-vous? Vous êtes resté dans la Donga ces derniers jours, quelle appréciation faites-vous, disons, du lancement déjà, de la campagne, c'était donc en avril passé, mais surtout des intrants qui ont été distribués déjà aux producteurs et l'état actuel des semis. Oui, les producteurs, c'est vrai, actuellement se plaignent de la pluie parce que les intrants ne marchent pas quand il y a trop de pluie.
il faut dire que on ne peut pas tout le temps se plaindre. Il faut donc prévoir toutes ces choses-là, en fait. Parce que si la pluie ne venait pas, on allait encore se plaindre. Maintenant, elle est là, il ne faut pas qu'on se plaigne. Il faut tout simplement qu'on arrive à intégrer des données météorologiques dans la pratique de l'agriculture dans notre pays. Aujourd'hui, cela ne se fait pas véritablement et c'est regrettable. Il faut forcément la maîtrise. Donc, mais Ronald Robinson, à vous entendre, on a comme l'impression que vous ne savez pas ce qui se passe. C'est qu'on a du mal aujourd'hui à maîtriser et ce ne serait pas facile pour le producteur disons, de prévoir ou de se dire il n'y aura pas plus aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, avec le changement climatique, rien n'est stable. Oui, mais les données météorologiques nous renseignent s'il y aura plus ou pas. Bien sûr, mais c'est pas toujours. La mise à disposition de ces données, c'est ça. Au niveau des paysans, aujourd'hui, ça se fait à travers... aujourd'hui, la plupart des paysans ont déjà des portables. Aujourd'hui, ces données peuvent être communiquées à travers les portables. Ça se fait dans d'autres pays. Pourquoi le paysan qui a toutes ces données, mais qui a déjà mis en terre ses plants, est-ce qu'il ira les enlever, attendre que la pluie passe et aller les replanter? Oui, Samira Chabou-Mané, justement, il y a même une préoccupation d'un auditeur par rapport à cela qui propose que les semences, du moins, se soient envoyées un peu plus tôt et que les intrants viennent après. Oui, j'ai suivi, c'est ça qui est vraiment un peu pénible parce qu'on ne peut pas mettre, comme il le disait vraiment, la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord mettre en terre ces semences-là pour pouvoir les nourrir à l'engrais, je pense. Mais ce fut à ce que j'ai entendu, puisque je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas en contact avec ces producteurs, ce fut le cas. Les semis, les intrants étaient d'abord sur place et puis aujourd'hui, non seulement les semences sont venues, mais ils sont en nombre suffisant. Ils auraient même aimé, avec les ravages qu'il y a eu là, qu'il y ait encore d'autres en place qui puissent rapidement rattraper ce qui a été perdu. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ronald Robinson? Oui, c'est justement ça ce qu'il faut faire, c'est de prévoir la prévision, la planification, parce qu'on peut déjà anticiper quand on sait qu'il y aura plus, on est dans une saison de pluie. Nous parlons quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout le monde a... Oui, Ronald Robinson, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde... Il faut déjà les prévoir et donc avoir les intrants et les semences en quantité suffisante pour pallier à ces pertes qu'on peut enregistrer. Tout est une question de planification. Voilà. Mais je suis bien d'accord avec cette façon de porter le Ronald Robinson. Je pense que s'il y avait d'autres semences en magasin ou en stock, ces producteurs auraient eu beaucoup moins de mal à rattraper ces pertes-là, parce qu'au début, on se plaignait de manque de pluie. Mais bizarrement, depuis quelques jours, la pluie, elle s'est installée avec toute sa famille. Je puis mais ainsi, il pleut sans cesse. Oui, mais Samira Chabou-Mané, il faut dire que la distribution des intrants et des semences tient compte, on va dire, ou tient compte, si vous voulez, de la superficie à emblaver, etc. Donc, est-ce qu'il faut... Avec la pluie. Oui. La pluie, c'est pas la superficie qui a gâté ce qui est en train d'arriver. Oui, mais lorsque vous dites qu'il faut prévoir, est-ce qu'il faut... Ils veulent vraiment recommencer ou bien rattraper les pertes. La superficie, elle ne va pas changer, mais c'est ce qu'il faut mettre sur cette terre-là qui manque. Oui, il faut que, donc, comme l'a dit Sarigati, si la répartition se fait quantitativement en évaluant déjà les superficies et tout, il faut que les acteurs qui font ce partage-là prennent en compte ces risques et donnent en quantité ce qu'il faut pour pouvoir vraiment faire face à ces éventualités. Et donc, des propositions, vous les faites, il faut donc prévoir tout cela, puisque lorsqu'on veut distribuer les intrants, lorsqu'on veut distribuer les semences, on tient compte donc certainement des superficies voilà, donc il faut forcément... Quelqu'un qui a besoin de 3 sacs de semences, lui en donner 4 ou 4 et demi pour
voir les désagréments. Au cas où il ne les utilisait pas, il peut les maintenir pour la campagne prochaine. Je pense qu'on parle beaucoup plus de coton, alors que la campagne dans un pays, c'est aussi le vivrier. On n'en parle pas assez. Or, on ne va pas manger le coton. Le coton, c'est vrai, c'est ça qui fait qu'on connaît le Bénin. Mais qu'est-ce que nos paysans mangeront? On est en train de nous dire aujourd'hui que le monde sera confronté à la famine. Est-ce qu'il ne faut pas aussi prévoir cela au lieu de tout le temps dire coton, je ne refuse pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi nous pencher beaucoup plus vers le vivrier et voir comment est-ce que cette campagne va se passer dans ce contexte de pandémie pour qu'on ne puisse aller hors du pays chercher à manger après. Voilà, Ronald Robinson, que pensez-vous de cette, disons, brèche qu'elle vient d'ouvrir, Samira Tchabimane? Tout à fait. Elle est réaliste parce qu'il faut d'abord avoir le ventre plein avant d'exporter ce qu'on doit exporter. Mais déjà, si entre nous, déjà, on se plaint de ce qu'on ne mange pas bien, c'est grave. Donc, il faut d'abord assurer pleinement le vivrier. Je pense qu'il faut saluer déjà les efforts qui se font dans ce sens par le gouvernement, avec le ministre Doussoui qui donc se décarcasse beaucoup. Mais je pense qu'il en faut encore davantage parce que nous avons beaucoup d'espace libre, beaucoup d'espace non encore vraiment emblavé. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis impressionné par ce que je vois en termes d'emblavure, à perte de vue des cultures. Et c'est ce qu'il nous faut, à perte de vue. On n'a pas encore ce système. Et c'est regrettable. Et il faut contribuer à dégrader il faut aussi penser à quelque chose qu'on puisse faire et trouver beaucoup, mais emblaver peu. Et conserver vraiment nos sols. Nous sommes en train de perdre les substances qui sont dans... Nous sommes en train de perdre notre biodiversité avec cette agriculture intensive. Merci. Il faut aussi qu'on en vienne à ce système où la météo est mise au cœur de l'agriculture pour mieux donc planifier. Donc, quand on a les données en temps réel, les données météorologiques, les prévisions sont faites et on peut anticiper sur les besoins des cultures et agir en conséquence en vue d'ajuster les quantités de produits à utiliser. Vous insistez sur cela, Ronald Robinson. Oui, en tout cas, c'est ce qui est réaliste, c'est ce qui se fait sous d'autres cieux qui est meilleur. Pour compter ce qui est meilleur. Merci à tous deux. Merci donc à vous, Ronald Robinson. Je rappelle que vous êtes journaliste au Centre de production télévisuelle ici à Parakou. Merci à la grande dame Samira Tchabimane. Merci, c'est moi, Gilda. Et très bonne journée, je vous souhaite à tous deux. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci donc à mes invités. Ils étaient donc en ligne. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission de ce jour, mercredi 15 juillet 2020. Je vous rappelle l'histoire. Il s'agit de l'histoire du corbeau sur un arbre qui était perché à ne rien faire toute la journée. Le lapin voyant ainsi le corbeau l'interpelle et lui dit aussitôt: moi aussi, comme toi, puis-je m'asseoir et ne rien faire jusqu'au soir? Le corbeau lui répond de sa branche: bien sûr, ami à la queue blanche, je ne vois pas ce qui pourrait, mon beau, de la sorte t'empêcher le repos. Blanc lapin s'assoit alors par terre et sous l'arbre reste à ne rien faire. Tant et si bien qu'un renard affamé, voyant ainsi le lapin somnolé, s'approcha du rongeur en silence et d'une bouchée en fit sa pitance. Moralité, mesdames et messieurs, pour rester assis à ne rien branler, mieux vaut être très haut placé. Mise en onde de cette émission, Gédéon Biaou. Vous le savez, cette émission est radiofilmée et porte la griffe de Adi Flawani. Devant ce microphone, Gildas Espoir, Sarigaté. Bien à vous, portez-vous bien. Vous le savez, chaque jour est une vie. Bye.